Bonjour à tous, merci d'être là. Alors je suis ni rappeur ni DJ, désolé. Je vais vous parler de police, mais de police de fond, de glyphes. Ah oui, tout d'abord, je me présente, je m'appelle François-Xavier Lair, je travaille chez OnePoint, plus particulièrement dans l'accessibilité. Donc je fais du dev front, de l'audit, de la formation, du consulting pour la mise en conformité des sites. Bref, les polices d'icônes, ou police des glyphes. Alors c'est quoi une police? À la base, normalement, une police, c'est fait pour afficher des caractères comme ça. Mais là, en fait, on va l'utiliser pour afficher plein de petites icônes. Je dis utiliser, on va plutôt le détourner, parce que une police, normalement, c'est pour les caractères, c'est pas pour les glyphes. Et vous allez me demander, mais pourquoi on fait ça? Merci, quelle spontanéité. Alors pour répondre à cette question, je vais faire un petit bond vers le passé, en fait. Pour remettre un petit peu de contexte. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire des sites web, à l'époque, on n'avait pas de PNG, donc on n'avait pas d'image vectorielle non plus. Donc si on devait faire des petits pictos de plusieurs couleurs, on était obligé de faire une couleur par picto, de recréer des images. Si on avait des images à différentes tailles, on devait faire une image par taille d'image. Encore pire, si on devait gérer de la transparence, on ne pouvait pas. Les PNG à l'époque avec IE, c'était pas bien supporté. Donc on faisait dans Photoshop, on faisait des petits détourages, on faisait des petits dégradés, et on était obligé de faire ça pour chaque fond pour lequel on utilisait. Donc on se retrouvait avec des tonnes et des tonnes et des tonnes d'images à gérer. C'était la galère. Alors on n'avait pas de PNG, mais on avait des idées. Du coup, on faisait des sprites d'images. Parce que appeler plein de petites images comme ça, c'était pas top niveau performance. Surtout qu'il n'y avait pas HTTP2 à l'époque. Donc c'était quoi le principe des sprites d'images? On mettait toutes les images dont on avait besoin dans une seule grosse image. On définissait une zone sur laquelle on voulait afficher notre image. Et avec le background position, on affichait juste l'image dont on avait besoin. Génial, non? Je vois des gens qui font des têtes bizarres. Donc non, ça résolvait des problèmes, mais c'était une galère sans nom, parce que... il marche pas mon machin? Hop. Parce que si on devait changer par exemple une image et qu'elle n'était pas dans la bonne taille, ça décalait toutes les coordonnées. Donc on est obligé de repasser sur toutes les CSS. Bref, c'était l'horreur complète, quoi. Donc vers 2013, quand les polices d'icônes sont arrivées, ça a été comme Superman, quoi. Ça a changé la vie. D'un coup, on se retrouvait avec un seul fichier à charger. On avait des images vectorielles. Et en plus, on pouvait gérer tout ça avec CSS. Donc c'était génial. C'était tellement génial que ce trick de 2013, en 2024, c'est encore souvent la solution de base pour mettre des icônes sur les sites et des glyphes. Sauf que moi je vous pose la question, les polices de glyphes, c'est Superman ou c'est Homelander, pour ceux qui ont la ref? En fait, c'est plutôt Homelander, parce que les polices de glyphes, elles amènent plein de problèmes. Le premier, ça va être des flash of unstyled content, admirez mon accent anglais, FOOC pour les intimes. Qu'est-ce que c'est? On le voit ici, là, on a des petits trucs bizarres qui se passent sur ce site. Qu'est-ce qui se passe? En fait, là, on est dans le cas d'une connexion Internet lente, et donc le site Internet, en attendant dans la police d'icônes, il charge une police par défaut, et donc dans la police par défaut, tous nos petits pictos, ils n'existent pas, et il fait ces petits artefacts tout dégueux sur le site. Donc ça, vous pouvez le corriger. Il faut rajouter une petite propriété fond display bloc qui va dire au navigateur stop, affiche rien tant que tu n'as pas la police d'icône. Mais c'est quand même gênant. Par défaut, il y a plein de sites où vous verrez ce problème. Deuxième problème, c'est qu'une police d'icône, c'est du texte. Et le navigateur, du coup, il l'affiche comme du texte, puisque c'est du texte. Du coup, vous vous retrouvez avec tous les comportements du texte en CSS, c'est-à-dire le font size, le letter spacing, le line height, et tout ça, ça va compliquer votre intégration dans la page, et surtout, ça va poser des problèmes de résilience et de consistance entre les différents devices, ou si vous augmentez les tailles des caractères, des choses comme ça. Ça complique un peu tout. Plus problématique encore, ça a posé des problèmes d'accessibilité. Les glyphes, en fait, ils peuvent être prononcés par les lecteurs d'écran. Certains lecteurs d'écran, ils vont essayer de lire la clé Unicode à quoi correspond le code pour donner une information aux utilisateurs de lecteur d'écran. Et là, je l'ai pris par hasard, hein, le petit pouce vers le bas. Sa clé Unicode, ça correspond à lettres minuscules grecques, oméga, esprit rude et accent aigu. Donc c'est marrant, ça fait un peu chef indien, mais ça pose des problèmes quand un lecteur d'écran il vocalise ça, c'est la merde. Pardon pour le gros mot. Autre problème, par défaut, les librairies de police de glyphes, ils proposent d'utiliser la balise I.
Alors, pour rappel, I, c'est pas I comme icône. La balise I, c'est un élément HTML qui représente un morceau de texte qui se différencie du texte principal. Et ça, c'est un détournement de balise HTML, et ça peut être sanctionné par le critère 8.9 du RGA si vous tombez sur un auditeur pointilleux. Spoiler, je suis un auditeur pointilleux. Alors, ces deux points-là, on peut aussi les fixer. Alors, il faut mettre l'icône dans une balise sans valeur sémantique comme span, et il faut rajouter un attribut AreaHidden égale true pour cacher l'icône au lecteur d'écran. C'est un fixe sur les icônes de décoration. Je précise parce qu'il faut bien différencier icône de décoration et icône porteuse d'informations. Là, ma petite icône de feuille, j'ai pas besoin de le dire aux lecteurs d'écran. J'ai pas besoin de dire petite feuille, une offre neutre en CO2. J'ai pas besoin de dire étoile, favori. L'info, elle est là pour faire. L'icône, elle est là pour faire joli et porte pas d'informations. À l'inverse, si je retire les labels de mon menu, c'est seulement l'icône qui va porter l'information. Donc il faut la donner aux utilisateurs de lecteurs d'écran. Et là, je vais devoir donner une alternative à ces images. Donc je peux faire ça avec en rajoutant le texte dans le code et en le cachant à tous les utilisateurs, sauf aux utilisateurs de lecteurs d'écran. Donc ça, on pourrait en parler toute une conférence. D'ailleurs, j'ai aperçu Nji là-bas, qui a fait une conf au Devox là-dessus, donc je vous encourage à aller les voir sur les images de décoration et tout ça. Dernier problème, ça a posé des problèmes de poids. Par défaut, alors ouais, j'ai pas précisé, j'ai eu l'idée de ce talk en fait sur un projet où on recommençait, c'était un projet from scratch, et il y avait une dizaine d'icônes matérielles qu'on devait utiliser. Donc l'autre développeur, il s'est pas posé la question, il avait intégré, hop, les icônes matérielles. Pas de souci, c'est Google, ça doit être bien, non? Et bien en fait, quand on intègre par défaut les matériel icônes, on se tape un fichier, une fonte variable de 2 mégas 9. On se retrouve avec 2 mégas 9 de transpéré. Pour là, la petite icône d'hamburger qui fait 1 kg, donc on va charger 2900 fois plus de données. Et encore, elle n'est pas à jour la slide, là j'ai regardé cet après-midi, ils sont à 3 mégas 2. Donc ça c'est catastrophique quoi. Alors déjà, ouais, premier point, ne vous fiez jamais aux dépendances. Installer une dépendance, installer un truc sur votre site, c'est jamais anodin. Vérifiez toujours ce que fait la dépendance derrière. Et sinon, je pense que vous voyez arriver le slide d'affiche de film. Voilà. Le gros problème avec les polices d'icônes, c'est qu'on est dans la surconsommation. Là, on va charger 2009 2000 fois plus de données qu'on en a besoin. Et ça va poser des problèmes d'éco-conception et de performance. Vous n'aurez jamais besoin des 3061 icônes de matériel, surtout du petit caca. Et dernier problème, c'est des problèmes de maintenance. Peut-être que vous allez me dire, ouais, mais on peut gérer ces polices de glyphes via des outils comme Icomoon où on sélectionne que les icônes dont on a besoin. Donc ça va marcher sur des petits sites, pas de problème, qui ne bougent pas. Sauf que dès que vous êtes sur un site qui commence à bouger, dès que vous rajoutez une icône, il va falloir régénérer les polices de fond. Ça va invalider les caches de vos utilisateurs. Et si c'est un site qui bouge beaucoup, ça va vite devenir une galère sans nom à gérer. Bref, entre les problèmes de style, les problèmes d'accessibilité, les problèmes de poids, les problèmes d'éco-conception, les polices d'icônes, ça m'a mis... Voilà, ça m'a mis la haine, quoi. Et donc, hop, j'ai lapé un slide. Donc, est-ce que vous êtes OK ensemble si on bip la police? Donc, voilà. Pourquoi on utilisait les polices d'icônes? Pour avoir le format vectoriel, principalement. Sauf que ça, maintenant, le SVG, ça fait des années qu'il permet de faire ça. On n'a plus de problème avec IE. Il n'y a pas de souci. Donc, SVG, le retour de Superman, ouais, spoiler. Comment on fait ça? Il y a plein de tactiques différentes, chacun des cas d'usage que je vais montrer. La première, la plus simple, ça va être via une balise image. Donc ça marche bien typiquement pour un logo dont on ne va pas vouloir changer la couleur. Là, le logo Humanto qui va être tout le temps noir, il n'y a pas de souci. Donc je l'utilise, j'appelle mon SVG comme une image classique, pas de souci. J'oublie pas de mettre le alt qui n'est pas à jour là sur mon slide. Voilà. Sinon, pour une image de déco, ça marche aussi. Sauf que le problème, là, mon petit pouce, je ne vais pas pouvoir le changer de couleur. Donc cette technique-là, ça va être à réserver dans certains cas quand on ne veut pas changer les couleurs des images.
Deuxième technique, ça va être via des SVG inline. Et là, c'est génial parce que vous pouvez utiliser l'attribut fill qui vous permet de changer la couleur de votre icône. Alors surtout, il ne faut pas oublier de mettre l'attribut aria hidden égale true qu'on a vu tout à l'heure, pour pas que ça soit vocalisé au lecteur d'écran. Et puis un petit focusable égale false, ça c'est aussi un problème d'accessibilité. Des fois, les SVG ils peuvent prendre le focus, ce qui peut être pénible pour les utilisateurs. Et là, c'est génial parce que, comme on a la balise filtre, on peut même avoir des images multicolores. Alors je sais, c'est bientôt l'heure de l'apéro, je vous ai mis une petite bière, mais si vous n'aimez pas les blondes en plus, on peut gérer ça par CSS. Donc si vous n'aimez pas les blondes, vous changez votre CSS et vous avez une stout, voire une petite Neipa. Santé. Troisième, je ne sais plus quelle façon, inline. Et non, c'est toujours en inline. Et là, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir hériter du parent et en utilisant current color. Donc là, mon image par défaut, elle est noire. Et si je la survole avec ma souris, hop, je suis la couleur du parent et je passe en vert. SVG, c'est aussi le retour des sprites. Alors tout à l'heure, on a vu que c'était une galère sans nom, mais là, en fait, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, on a juste à encapsuler dans un SVG pair tous les symboles dont on a besoin, et après, on les appelle via la balise use, un peu comme on ferait avec des attributs dans une page. Donc si malheureusement vous n'avez pas HTTP2 et que vous voulez économiser des requêtes, vous pouvez continuer à faire des sprites comme ça, mais sans vous prendre la tête. Autre façon, en CSS avec des SVG externes. Première technique, ça va être d'appeler simplement l'image comme on appelle une image externe. Même limitation que tout à l'heure, ça va marcher, mais vous n'allez pas pouvoir gérer la couleur. Là, mon bouton, il ne marche pas, mon picto, il reste noir. Pourquoi? Parce que c'est pas possible d'utiliser les styles CSS dans des SVG externes pour des raisons de sécurité. Parce qu'on peut mettre du JavaScript aussi dans les SVG, donc c'est pour ça que c'est bridé. Donc c'est à réserver pour des cas spécifiques, typiquement des choses où vous ne voulez pas changer la couleur. Autre façon, ça va être via des SVG inline. Donc là, on peut le voir comme ça. On retrouve le petit attribut fill. Grosso modo, on peut faire le même trick que tout à l'heure avec la couleur qui change, et tout ça géré par CSS. Dernière façon, avec des SVG externes et mask image. Alors, je vous refuse rien, j'ai même fait hop là, une petite démo en mode c'est pas sorcier. Comment ça marche, comment ça marche mask image? En fait, ça ressemble beaucoup la syntaxe à background image. On charge une image, sauf que la partie noire de l'image va laisser passer le fond et la partie blanche va casser le fond. Donc la partie noire de l'image laisse passer le fond, la blanche cache, ce qui fait qu'on va pouvoir afficher notre picto, avec notre masque, juste changer la couleur de fond et avoir un picto de la couleur dont on veut. Donc ça, c'est top. En plus, si on conjugue ça avec des custom properties, on se retrouve avec une façon d'intégrer les SVG super simple, aussi simple qu'avec les glyphes classiques, ce qui fait qu'il n'y a pas de problème pour proposer ça, il n'y a pas d'obstacle au changement, c'est aussi facile qu'avant, et donc c'est très facile à implémenter dans les projets. Avant de se quitter, n'oubliez pas d'optimiser vos SVG, parce que souvent les outils qui génèrent, ils vont laisser plein de codes, plein de balisages, plein de trucs pas nécessaires. Et donc l'objectif quand même, c'est de réduire les données, de réduire les transferts. Donc vous pouvez utiliser l'outil, ça c'est SVG Oh My God de Jack Archibald que je vous ai mis sur les slides. Les slides que vous pouvez retrouver à ce QR code, et puis a priori après aussi sur le site de Human Talk. Et voilà, c'est tout.